Cette machine fut envoyée dans le trou. Les premières images qu'elle transmit provoquèrent la stupéfaction de tous ceux qui les regardèrent. Les parois du gouffre, au lieu de présenter la surface irrégulière et rugueuse d'une formation naturelle, étaient lisses, d'une régularité presque parfaite, comme si elles avaient été taillées avec une précision qui dépasse ce que nos meilleurs outils industriels sont capables de produire. Pas d'aspérité, pas de strates géologiques visibles, juste une surface uniformément polie qui s'enfonçait verticalement dans les ténèbres. Le drone continua sa descente, et c'est là que les capteurs enregistrèrent quelque chose que personne ne put expliquer. Un signal rythmique, régulier, pulsant à intervalles constants. Pas un signal radio connu, pas une fréquence électromagnétique répertoriée. Quelque chose d'entièrement nouveau, ou d'entièrement ancien. Quelque chose qui ressemblait, selon les techniciens qui analysèrent les données, à un battement de cœur montant depuis les profondeurs d'un abîme que rien de vivant ne devrait pouvoir habiter. Le drone continuait de descendre, le signal s'intensifiait, puis sans avertissement, sans message d'erreur, sans signe précurseur d'aucune sorte, la connexion fut coupée, totalement, définitivement. L'appareil, cette machine sophistiquée conçue pour résister aux conditions les plus hostiles de l'univers, disparut dans le silence du trou, sans explosion, sans impact, sans explication. Elon Musk, face aux médias qui lui demandèrent ce que ses techniciens avaient trouvé, ne joua pas la carte du sensationnalisme. Il ne parla pas d'extraterrestres ni de portails dimensionnels. Il dit simplement, avec ce calme qui lui est caractéristique et qui parfois fait plus peur que les cris, ce que nous avons trouvé là-dedans est quelque chose pour lequel l'humanité n'est pas encore préparée. Réfléchissez un instant à ce que ces mots signifient dans la bouche d'un homme qui envoie des astronautes dans l'espace, qui développe des intelligences artificielles avancées, qui vit chaque jour au contact des frontières les plus reculées de la connaissance humaine. Quand cet homme vous dit que quelque chose le dépasse, vous devriez peut-être l'écouter. Ce que ces équipes virent dans les dernières images transmises par le drone avant la coupure resta longtemps confidentiel. Mais des fragments filtrèrent, des témoignages de personnes proches du projet évoquèrent des mouvements au fond du gouffre. Pas des mouvements aléatoires, mais des mouvements qui semblaient répondre à la présence du drone. Comme si quelque chose là en bas avait regardé vers le haut et décidé que l'exploration avait assez duré. Les analystes qui épluchèrent les dernières secondes de données avant la coupure notèrent quelque chose d'encore plus troublant. Dans les millisecondes précédant la perte de signal, le signal rythmique qui avait été capté depuis le début de la descente changea soudainement de cadence. Elle s'accéléra, puis elle s'arrêta net. Comme un cœur qui fait un dernier battement avant de s'immobiliser. Ou comme un être vivant qui décide de retenir son souffle. La question que tout le monde se posait désormais n'était plus simplement de savoir ce qu'était le trou de Mel, c'était qu'est-ce qui y habite? Depuis combien de temps est-ce là? Était-ce naturel, artificiel ou quelque chose d'une troisième catégorie pour laquelle nous n'avons pas encore de mots? Et surtout, pourquoi le gouvernement américain avait-il jugé nécessaire de protéger ce secret pendant si longtemps? Car voilà ce que l'implication d'Elon Musk révéla, peut-être involontairement. Le secret ne tenait plus. Une fois qu'un homme aussi influent, aussi connecté, aussi public que lui envoie un drone dans un endroit et en parle, même avec des mots volontairement vagues, ce qui était enfoui commence à remonter à la surface. Les données du drone, même partielles, même incomplètes, existaient maintenant. Elles avaient été vues par des techniciens, analysées par des scientifiques, discutées dans des salles de réunion que les journalistes ne peuvent pas infiltrer. Et quelque part, dans des serveurs protégés par des mots de passe que personne ici ne connaît, les dernières images transmises par ce drone existaient encore, en attente, silencieuses, comme le trou lui-même. L'histoire du trou de Mel est, en apparence, une histoire américaine, une histoire du Pacifique Nord-Ouest, des plaines de Washington, des déserts du Nevada. Mais en réalité, c'est une histoire universelle. C'est l'histoire de ce que l'humanité fait quand elle rencontre quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle a peur, elle dissimule, elle envoie des soldats et des drones et elle espère que le problème finira par disparaître. Mais certaines vérités refusent de disparaître, certaines réalités continuent de pulser dans l'obscurité, patientes et immuables, attendant que nous soyons enfin prêts à les regarder en face. Mel Walters était un homme ordinaire qui fit une découverte extraordinaire. Les peuples autochtones de la région portaient cette connaissance depuis des générations.
Un inconnu dans le Nevada paya peut-être de sa vie d'avoir regardé de trop près. Et aujourd'hui, l'un des hommes les plus puissants du monde nous dit que ce qu'il a trouvé au fond de cet abîme dépasse notre capacité actuelle à y faire face. Où nous laisse cela? Peut-être exactement là où nous devrions être, à bord de l'inconnu, avec la conscience que notre réalité est plus vaste, plus profonde, plus mystérieuse que ce que nos livres nous ont appris. Et avec l'humilité de reconnaître que la terre sur laquelle nous marchons chaque jour garde encore des secrets que nous ne sommes pas prêts d'élucider. Et avec la curiosité, cette curiosité qui est le propre de l'être humain de continuer à chercher, à questionner, à descendre dans les profondeurs plutôt que de regarder de loin. Parce que c'est toujours dans les profondeurs que se trouvent les vérités les plus importantes. Le trou de Mel n'est pas résolu, il n'est pas fermé, il n'est pas expliqué, il continue d'exister quelque part dans l'État de Washington, entouré de gardes que personne ne connaît, protégé par des secrets que personne n'a le droit de divulguer, pulsant peut-être encore de ce signal rythmique que le drone d'Elon Musk fut le premier à capter avant de disparaître. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas ce qu'il y a au fond de ce trou. Peut-être que la question la plus importante est: est-ce que nous vraiment voulons le savoir? Voilà ce que nous vous laissons ce soir, chers amis de Les Célébrités du Monde. Pas une réponse, une question. Parce que les meilleures questions sont celles qui nous font regarder le monde différemment, qui nous rappellent que la réalité est plus grande que nos certitudes et que l'inconnu, aussi effrayant qu'il soit, est aussi ce qui rend la vie fascinante. Si cette enquête vous a captivé, si elle vous a donné envie de creuser plus profond, si elle a allumé en vous cette flamme de curiosité qui ne doit jamais s'éteindre, alors faites une chose simple et importante. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces vidéos, à financer ces recherches, à donner une voix aux mystères que d'autres préfèrent étouffer. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, restez curieux, restez éveillés, parce que dans un monde plein de secrets, la curiosité est la seule arme qui vaille vraiment quelque chose. À très bientôt sur Les Célébrités du Monde. Prenez soin de vous. Ces traditions évoquaient des endroits sur Terre où le voile entre les vivants et les morts devient si mince qu'on peut presque entendre de l'autre côté. Des lieux où la frontière entre le monde visible et l'invisible s'efface, où les âmes perdues errent sans direction et où les forces de la nature obéissent à des règles différentes de celles que nous connaissons. Ces zones n'étaient pas vénérées, elles étaient redoutées. Et les anciens enseignaient aux jeunes générations à les éviter, non par superstition, mais par sagesse accumulée sur des siècles d'observation. Les descriptions de ces lieux maudits correspondaient point par point à ce que les témoins modernes rapporteraient des années plus tard. Des ombres qui bougent à contresens de la lumière, des sons qui montent du sol sans explication rationnelle, une présence qui observe sans jamais se manifester pleinement. Les anciens n'avaient pas de drone ni d'instruments de mesure, mais ils avaient quelque chose que notre époque a souvent tendance à sous-estimer, des millénaires d'attention portée au monde naturel, et la capacité à reconnaître quand quelque chose sur cette terre ne se comporte pas comme elle devrait. Pour Mel Waters, apprendre l'existence de ces légendes autochtones fut à la fois un soulagement et une source de terreur supplémentaire. Un soulagement parce que cela confirmait qu'il n'était pas fou, que ce qu'il vivait avait été observé et documenté bien avant lui. Une terreur parce que cela signifiait que le trou existait probablement depuis des siècles, peut-être des millénaires, et que toutes les précautions que les anciens avaient prises pour l'éviter avaient une raison solide. Certains chercheurs indépendants qui se plongèrent dans ces traditions orales développèrent une théorie fascinante. Et si certains endroits sur Terre fonctionnaient selon des règles physiques différentes, des règles que notre science actuelle n'est tout simplement pas équipée pour comprendre? Et si le trou de Mel n'était pas une anomalie isolée, mais un nœud dans un réseau plus vaste de zones où la réalité se comporte différemment? Cette idée, aussi vertigineuse qu'elle soit, trouva un écho troublant dans les années qui suivirent. Parce qu'il s'avéra que le trou de Mel n'était pas le seul de son espèce. À des centaines de kilomètres de l'État de Washington, au cœur des déserts du Nevada, cet État déjà célèbre pour ses bases militaires secrètes et ses zones interdites, un homme dont on ne connaît jamais vraiment le vrai nom rapporta l'existence d'un second gouffre aux caractéristiques remarquablement similaires. Une profondeur impossible à mesurer, une absence totale de son à l'intérieur, un comportement des animaux identique à celui observé par Mel et une surveillance gouvernementale qui ne tarda pas à s'installer. Mais ce second trou avait quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui le rendait encore plus troublant.
Des témoins affirmaient avoir vu des lumières étranges en émerger la nuit. Pas des lampes torches, pas de projecteurs militaires. Des lumières qui pulsaient, qui changeaient de couleur, qui semblaient chercher quelque chose dans le ciel nocturne. Et surtout, détail qui fit courir des frissons dans toute la communauté des chercheurs indépendants, certains objets jetés dans ce trou revinrent à la surface. Pas intacts, transformés, avec des bords lissés, des surfaces polies, comme si quelque chose à l'intérieur du gouffre avait remodelé la matière selon ses propres lois. Quelle technologie au monde peut remodeler la matière au fond d'un abîme? Aucune que nous connaissions. L'homme qui rapportait ces phénomènes commença rapidement à changer de comportement. Il utilisait des alias différents pour ses communications, il ne resta jamais au même endroit plus de quelques jours. Il semblait porter en lui le poids d'une connaissance qui l'exposait à des risques qu'il refusait d'expliciter. Puis, un jour, il disparut, sans laisser de traces, sans prévenir personne, sans explication. Ce n'était plus un mystère local, ce n'était plus une légende régionale. Si deux trous de ce type existaient, avec des caractéristiques aussi similaires, une surveillance gouvernementale aussi rapide et des phénomènes aussi impossibles, combien d'autres existaient dans les zones les moins accessibles de notre planète? Combien étaient déjà sous contrôle militaire, entourés de périmètres de sécurité, effacés des cartes officielles? La question n'était plus de savoir si ces phénomènes étaient réels, la question était de savoir depuis combien de temps ils étaient connus, et par qui. N'oubliez pas, chers amis de Les Célébrités du Monde, que votre abonnement est notre carburant. Votre soutien nous permet de continuer à investir du temps et des ressources dans ces enquêtes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons aller loin dans la... Ces traditions évoquaient des endroits sur Terre où le voile entre les vivants et les morts devient si mince qu'on peut presque entendre de l'autre côté. Des lieux où la frontière entre le monde visible et l'invisible s'efface, où les âmes perdues errent sans direction et où les forces de la nature obéissent à des règles différentes de celles que nous connaissons. Ces zones n'étaient pas vénérées, elles étaient redoutées. Et les anciens enseignaient aux jeunes générations à les éviter, non par superstition, mais par sagesse accumulée sur des siècles d'observation. Les descriptions de ces lieux maudits correspondaient point par point à ce que les témoins modernes rapporteraient des années plus tard. Des ombres qui bougent à contresens de la lumière, des sons qui montent du sol sans explication rationnelle, une présence qui observe sans jamais se manifester pleinement. Les anciens n'avaient pas de drones ni d'instruments de mesure, mais ils avaient quelque chose que notre époque a souvent tendance à sous-estimer. Des millénaires d'attention portée au monde naturel, et la capacité à reconnaître quand quelque chose sur cette terre ne se comporte pas comme elle devrait. Pour Mel Waters, apprendre l'existence de ces légendes autochtones fut à la fois un soulagement et une source de terreur supplémentaire. Un soulagement parce que cela confirmait qu'il n'était pas fou, que ce qu'il vivait avait été observé et documenté bien avant lui. Une terreur parce que cela signifiait que le trou existait probablement depuis des siècles, peut-être des millénaires, et que toutes les précautions que les anciens avaient prises pour l'éviter avaient une raison solide. Certains chercheurs indépendants qui se plongèrent dans ces traditions orales développèrent une théorie fascinante. Et si certains endroits sur Terre fonctionnaient selon des règles physiques différentes, des règles que notre science actuelle n'est tout simplement pas équipée pour comprendre? Et si le trou de Mel n'était pas une anomalie isolée, mais un nœud dans un réseau plus vaste de zones où la réalité se comporte différemment? Cette idée, aussi vertigineuse qu'elle soit, trouva un écho troublant dans les années qui suivirent. Parce qu'il s'avéra que le trou de Mel n'était pas le seul de son espèce. À des centaines de kilomètres de l'État de Washington, au cœur des déserts du Nevada, cet État déjà célèbre pour ses bases militaires secrètes et ses zones interdites, un homme dont on ne connaît jamais vraiment le vrai nom rapporta l'existence d'un second gouffre aux caractéristiques remarquablement similaires. Une profondeur impossible à mesurer, une absence totale de son à l'intérieur, un comportement des animaux identique à celui observé par Mel et une surveillance gouvernementale qui ne tarda pas à s'installer. Mais ce second trou avait quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui le rendait encore plus troublant. Des témoins affirmaient avoir vu des lumières étranges en émerger la nuit. Pas des lampes torches, pas de projecteurs militaires. Des lumières qui pulsaient, qui changeaient de couleur, qui semblaient chercher quelque chose dans le ciel nocturne. Et surtout, détail qui fit courir des frissons dans toute la communauté des chercheurs indépendants, certains objets jetés dans ce trou revinrent à la surface. Pas intacts, transformés, avec des bords lissés, des surfaces polies,
comme si quelque chose à l'intérieur du gouffre avait remodelé la matière selon ses propres lois. Quelle technologie au monde peut remodeler la matière au fond d'un abîme? Aucune que nous connaissions. L'homme qui rapportait ces phénomènes commença rapidement à changer de comportement. Il utilisait des alias différents pour ses communications, il ne resta jamais au même endroit plus de quelques jours. Il semblait porter en lui le poids d'une connaissance qui l'exposait à des risques qu'il refusait d'expliciter. Puis, un jour, il disparut, sans laisser de traces, sans prévenir personne, sans explication. Ce n'était plus un mystère local, ce n'était plus une légende régionale. Si deux trous de ce type existaient, avec des caractéristiques aussi similaires, une surveillance gouvernementale aussi rapide et des phénomènes aussi impossibles, combien d'autres existaient dans les zones les moins accessibles de notre planète? Combien étaient déjà sous contrôle militaire, entourés de périmètres de sécurité, effacés des cartes officielles? La question n'était plus de savoir si ces phénomènes étaient réels, la question était de savoir depuis combien de temps ils étaient connus, et par qui. N'oubliez pas, chers amis de Les Célébrités du Monde, que votre abonnement est notre carburant. Votre soutien nous permet de continuer à investir du temps et des ressources dans ces enquêtes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons aller loin dans la vérité. Parmi tous les phénomènes étranges associés au trou de Mel et au gouffre qui lui ressemble, il en est un qui résiste à toute tentative d'explication rationnelle et qui, d'une certaine façon, résume à lui seul toute l'étrangeté de l'affaire. Les habitants du coin l'appelaient simplement la glace. Mais ce qu'ils désignaient sous ce terme n'avait de glace que l'apparence. Ce matériau, lisse, translucide, froid au toucher, était à première vue similaire à de la glace ordinaire. Sauf qu'elle refusait de fondre. Pas dans la chaleur d'une journée d'été, pas dans la flamme d'un chalumeau industriel. Un homme décidé d'en avoir le cœur net soumit un échantillon de cette substance à la température d'un chalumeau de soudeur réglé à pleine puissance. La table de métal sur laquelle reposait l'échantillon fondit, la glace, elle, ne bougea pas d'1 millimètre. Quelques jours après cette expérience, la maison de cet homme brûla complètement, sans cause identifiable, sans explication officielle. Coïncidence? Peut-être. Mais dans le contexte du trou de Mel, les coïncidences avaient depuis longtemps cessé de sembler innocentes. L'origine de cette glace impossible restait elle aussi mystérieuse. Certains pensaient qu'elle remontait du fond du trou, expulsée par des processus que personne ne comprenait, d'autres suggéraient qu'elle était le produit secondaire d'expériences menées secrètement sur le site. Les scientifiques qui eurent brièvement accès à des analyses de la substance ne purent déterminer sa composition exacte, ce qui en soi constituait déjà un résultat extraordinaire, car la science moderne dispose normalement des outils nécessaires pour analyser n'importe quelle substance connue. Cette glace qui ne fond pas était en réalité une métaphore parfaite de toute l'affaire. Un objet qui ressemble à ce que nous connaissons, mais qui se comporte selon des règles que nous n'avons pas encore écrites. Et pendant que les scientifiques se grattaient la tête et que les militaires resserraient leur périmètre de sécurité, l'environnement autour du trou continuait de se manifester de façon de plus en plus spectaculaire. Le ciel au-dessus du site prenait parfois des teintes inhabituelles, comme si l'atmosphère elle-même était modifiée par ce qui se passait en dessous. Le sol tremblait intermittemment, pas de... Imaginez une cavité si profonde, si silencieuse, si terrifiante, que même les animaux sauvages font demi-tour avant d'en approcher. Un gouffre que la science ne sait pas expliquer, un abîme qui avale tout ce qu'on y jette, sans jamais rien rendre. Et si je vous disais qu'un des hommes les plus puissants de la planète a récemment envoyé un drone de dernière génération dans ce trou maudit, et que ce qu'il a capturé a glacé le sang de tous ceux qui l'ont vu? Restez avec moi jusqu'à la fin, cette histoire va vous hanter. Bienvenue sur Les Célébrités du Monde. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des enquêtes comme celle-ci, des récits que les grands médias n'osent pas raconter, des vérités que certains préféreraient garder enfouies. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça change tout pour nous. Merci du fond du cœur. Maintenant, plongeons dans l'obscurité. Il existe dans l'État de Washington, aux États-Unis, un endroit que les habitants du coin n'aiment pas mentionner à voix haute, un lieu que l'on désigne souvent à demi-mot, les yeux baissés, comme si prononcer son nom pourrait attirer quelque chose d'indésirable. On l'appelle le trou de Mel, et contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, il ne s'agit pas d'un simple cratère ou d'une grotte ordinaire, non. Ce que Mel Waters a découvert sur sa propre propriété, quelque part dans les années 90, défie toutes les lois de la physique, de la géologie et peut-être même de la réalité telle qu'on la connaît.
Mel était un homme ordinaire, un propriétaire terrien vivant une vie tranquille, loin des caméras et des projecteurs. Mais un jour, il remarque sur son terrain une ouverture dans le sol. Pas immense, pas spectaculaire au premier regard, juste un trou. Sauf que ce trou-là refuse obstinément d'avoir un fond. Mel décide alors de mesurer sa profondeur de la manière la plus simple qui soit. Il attache une ligne de pêche à un poids et il la laisse descendre. La ligne continue. Elle continue encore. Elle atteint 500 mètres, puis 2000 mètres, puis 5000. Elle passe les 10 000 mètres. Elle atteint des profondeurs qui n'ont aucun sens géologique. Des profondeurs qui, en théorie, devraient provoquer l'effondrement immédiat de toute qualité souterraine sous l'effet de la pression et de la chaleur du manteau terrestre. Mais le trou, lui, reste ouvert, stable, silencieux. Les premiers signes que quelque chose d'anormal se passait là ne vinrent pas de Mel, mais de la nature elle-même. Les animaux, ses chiens, les oiseaux du coin, les cerfs qui traversaient habituellement ces terres, refusaient catégoriquement d'approcher cette zone. Même tenus à laisse, ses propres chiens se figeaient, plantaient leurs pattes dans le sol comme si une force invisible leur interdisait d'avancer. Les oiseaux en vol modifiaient leur trajectoire à bonne distance, comme si l'air au-dessus du trou était interdit d'accès. Pour quiconque a grandi dans la nature, ce type de comportement animal est un signal d'alarme primitif, viscéral, irrésistible. Et les humains, eux, n'étaient pas en reste. Ceux qui s'approchaient de trop près décrivaient une sensation d'oppression étrange, comme si le silence avait une densité physique, comme s'il pesait sur leur poitrine. L'air semblait différent, chargé, électrique, presque métallique. Certains entendaient des sons montant des profondeurs, des grondements sourds, des vibrations basses qui ne ressemblaient à rien de connu. D'autres décrivaient une étrange attraction, pas physique au sens strict du terme, mais psychologique, comme si quelque chose au fond du trou les appelait doucement, insistamment, de façon presque hypnotique. Mais le phénomène le plus troublant, celui qui fit courir les frissons dans tout le voisinage, était la disparition des objets. Des gens jetaient toutes sortes de choses dans le trou, des vieux meubles, des déchets, des carcasses d'animaux. Rien ne faisait jamais aucun bruit en tombant, pas d'impact, aucune résonance, comme si les objets ne heurtaient pas le fond, parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Le trou prenait, le trou avalait, mais le trou ne rendait jamais rien. Ou presque. Parce que l'histoire qui circula bientôt dans tout le quartier était celle d'un dien mort. Un voisin de Mel avait perdu son vieux chien et, dans un geste à la fois triste et pratique, avait jeté le corps de l'animal dans le trou. Quelques jours plus tard, le chien revint, vivant, mais méconnaissable. Il errait sur la propriété de son maître, les yeux vides, sans réaction à son nom, sans trace d'affection ni de reconnaissance, comme si quelque chose était revenu dans l'enveloppe du chien, mais que ce quelque chose n'était plus tout à fait le chien. Et si vous pensez que cette histoire vous a déjà donné la chair de poule, attendez la suite, parce que ce n'est que le début. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet de maintenir cette chaîne en vie et de continuer à explorer les mystères que la société préfère garder dans l'ombre. Appuyez sur le bouton rouge, activez la cloche et ensemble, continuons à creuser. Ce fut en 1997 que le monde entier entendit parler de Mel Waters pour la première fois. Ce soir-là, un homme de la voix tremblante appela en direct l'émission de radio américaine Coast to Coast AM, l'une des émissions de nuit les plus écoutées des États-Unis, spécialisée dans le paranormal et les phénomènes inexpliqués. Mel raconta son histoire avec une simplicité désarmante. Pas d'effets dramatiques, pas de théories farfelues, juste les faits, tels qu'il les avait vécus. Et c'est précisément cette sobriété qui rendit son témoignage si glaçant. Les auditeurs furent des millions à l'écouter cette nuit-là. Certains rirent, d'autres eurent peur, mais tous se souvinrent. Ce que Mel décrivit lors de cette émission allait bien au-delà d'un simple trou sans fond. Il parlait des appareils électroniques qui dysfonctionnaient à proximité, des radios qui grésillaient, des téléphones qui captaient des voix dans des langues inconnues, des boussoles qui tournaient en roue libre sans raison apparente. Il parlait de drèmes étranges que faisaient les gens qui vivaient près du trou, des chutes infinies dans le noir, des destinations mystérieuses au bout de l'abîme, des présences qui observaient sans se montrer. Il parlait d'une sensation que plusieurs personnes avaient eue, indépendamment les unes des autres, celle d'être regardées depuis le fond du trou. Pas métaphoriquement, littéralement. Mais voilà où l'histoire prend un tournant qui va vraiment vous faire réfléchir. Peu après que la notoriété du trou commença à s'étendre au-delà du cercle local, Mel Waters remarqua des présences inhabituelles sur et autour de sa propriété. Des voitures inconnues garées à distance, des hommes avec des appareils de mesure qu'il n'arrivait pas à identifier, des hélicoptères qui survolaient le terrain à basse altitude, sans crier gare, sans se présenter. Et un matin, en rentrant chez lui, il trouva des hommes dans des uniformes sombres qui l'attendaient dans son allée. Pas de badge visible, pas d'identification claire, juste des faces fermées et une enveloppe.
Le document qu'ils lui remitèrent était un ordre d'expropriation. Le gouvernement prenait possession de son terrain. Mel protesta. Il refusa de partir. Mais un des hommes le prit à part et lui glissa quelques mots à voix basse. Des mots que Mel refusa toujours de répéter exactement, mais dont le sens était parfaitement clair. Oublie tout, quitte cet endroit et il ne t'arrivera rien. Ce n'était pas une demande, c'était un avertissement. Mel quitta sa propriété. Des semaines plus tard, il reçut des compensations financières généreuses, bien au-delà de la valeur marchande de son terrain, des offres de soins médicaux gratuits sans condition, le genre de package que l'on reçoit que quand on sait quelque chose que des gens très puissants préfèrent garder secret. Mel disparut ensuite des radars pendant un long moment, mais les rumeurs, elles, ne disparurent jamais. Des témoins locaux commencèrent à rapporter la présence de gardes armés autour du site, 24 heures sur 24. Des périmètres de sécurité furent établis. L'accès au terrain fut totalement interdit au public. Et les phénomènes, loin de s'arrêter, semblaient au contraire s'intensifier. Certains habitants décrivaient une colonne noire et opaque s'élevant verticalement depuis l'emplacement supposé du trou, comme si quelque chose montait des profondeurs plutôt que d'y descendre. D'autres observaient des anomalies électromagnétiques qui faisaient disjoncter les équipements électroniques dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Le gouvernement américain venait de transformer un mystère local en secret d'État. Et comme toujours lorsque le pouvoir décide d'étouffer une vérité, l'étouffement lui-même devient la preuve que quelque chose d'important se cache là-dessous. Pendant ce temps, très loin de Washington, des anciens transmettaient depuis des générations des histoires que les livres scolaires n'ont jamais mentionnées. Rappel amical, si vous n'êtes pas encore abonné à Les Célébrités du Monde, c'est le moment. Votre soutien nous permet de financer ces recherches, de produire ces récits et de donner une voix aux mystères que la société préfère oublier. Abonnez-vous maintenant et continuons ensemble ce voyage au cœur de l'inexpliqué. Bien avant que Mel Waters ne découvre ce trou sur sa propriété, bien avant que les radios ne diffusent son témoignage et que les agents gouvernementaux ne débarquent avec leurs documents officiels, les peuples autochtones de la région du Pacifique Nord-Ouest portaient en eux une connaissance ancienne, une connaissance transmise oralement, de génération en génération, avec le sérieux et le respect que l'on réserve aux vérités les plus fondamentales.